Tiers livre, une série qui s'intitule Les numériques, et on en est à la 24. Dans mon idée, au départ, quand j'avais publié après le livre, il y a exactement 10 ans, il y a une quarantaine de petits chapitres, je m'étais dit, on va faire une quarantaine de chroniques. Une des toutes premières ouvertures, c'est même la première, ça s'appelait « Écrire ». Ça, c'était les sous-rubriques du livre. Accorder son traitement de texte. Et évidemment, je voulais revenir à comment on manipule nos traitements de texte, quels sont nos traitements de texte. Et plus j'approchais de cette idée, je me disais, mais est-ce que dans le mot « accorder son traitement de texte », il y a une référence directe, j'accorde ma guitare, on accorde un violoncelle, un violon. Est-ce qu'on accorde un traitement de texte? Ben, oui, se le faire à sa main, l'enlever le plus possible comme médiation, par exemple travailler directement sur quelque chose qui est déjà la mise en page d'un livre imprimé. Et à mesure que je me disais, c'est à ça qu'il faut en venir, se dire, mais ce parallèle du traitement de texte et de l'instrument de musique, est-ce qu'il est justifié? C'est quoi aujourd'hui notre instrument d'écriture? Et d'autant plus que cet instrument, ce qu'on appelle le petit ordinateur à main, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais mon ordinateur à main, dans son évolution, il m'est arrivé, je me rappelle à la peine à Baltimore, de faire un atelier d'écriture avec une bonne vingtaine d'étudiants, et puis que quasiment tous, certains avaient un laptop sur les genoux, mais la plupart, c'était ça, l'instrument d'écriture. Est-ce que ça inclut un traitement de texte? Oui, il y en a même plusieurs. Mais tout d'un coup, la question devenait instable. Et par exemple, je me disais, bien sûr, ton instrument d'écriture, c'est pas forcément ton ordinateur à main, c'est ton ordinateur tout court. T'as un gros sac à dos, n'importe où que tu ailles, tu te trimbales ce machin de 3 kilos. T'as toujours une fascination pour les petits ordinateurs, mais là aujourd'hui, là où tu fais plus de montage vidéo, où tu as besoin de traiter des photos, de brancher des disques durs externes, tu l'emmènes avec toi, ton ordinateur principal. Mais là, quand tu es chez toi, sur ton bureau, tenez, c'est pour ça que j'ai élargi un peu, j'ai reculé l'appareil photo, j'ai augmenté la focale. Mon ordinateur, il est là. C'est celui-ci, là, le gros lourdingue là, que je trimballe partout avec moi. Mais après, tu te dis, c'est le combien que tu as. Alors, je suis allé chercher dans le garage à côté. Alors, je suis pas le genre à faire un musée de l'informatique. Et puis, en même temps, il y a de la réticence à s'en débarrasser. Celui-ci, il est bien plus lourd. Et pourtant, en numérique, c'est que des choses bien plus légères. Ce qui s'ouvre seulement. Oui, voilà, c'était 1993. Mon premier ordinateur portable. C'était pas mon premier ordinateur. Avant, j'avais un Atari 1040. Est-ce que je l'ai gardé? Non. Je le laissais à la boutique d'écriture, Montpellier-La Paillade. Puis un jour, il a été volé. Mais qu'est-ce qui changeait? C'est que j'avais quelque chose de pliable. Donc ça s'ouvre pas comme un livre. Le livre s'ouvre comme ça, l'ordinateur s'ouvre à l'horizontale. N'empêche qu'il se replie. Est-ce que c'est comme un carnet? Non, mais le format de la page se rapproche. La double page qu'on utilise, cette question de la longueur des lignes, peut-être qu'on y reviendra justement sur cette question du traitement de texte, mais tout d'un coup, on retrouve la corporéité, ce qu'on a retrouvé aussi plus tard avec l'arrivée des tablettes. Mais encore aujourd'hui, est-ce qu'on s'en sert? Enfin, en tout cas, moi, je m'en sers pas tellement, en tout cas, moins que de l'ordinateur à main. Mais là, la révolution, c'était quoi? C'était que tu pouvais l'emmener avec toi, il y avait 40 minutes d'autonomie, il y avait que il était
on insérait par des disquettes, c'est ici. Justement, un traitement de texte professionnel. Word, tu as emmené Word dans un jardin public. Ça paraît rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était considérable. Puis cette petite souris, là, avec un petit truc, là, j'ai encore... Ah ben, vous voyez, c'est très impressionnant, nous, dans l'informatique, comment les doigts gardent mémoire. Tu fais une mémoire par les doigts, là où les gestes ne sauraient pas faire. Extraire la boule, nettoyer, là, les trois petits potards qui prennent les mouvements de la souris, et tu la remets, et ça y est, elle est propre. Et donc il y avait un clic en haut, un clic en bas, formidable. Alors, pourquoi je le ressors? Je suis totalement incapable aujourd'hui de savoir combien j'ai eu d'ordinateurs portables. Je me rappelle des 3 premiers, je me rappelle de certains au milieu, quand est arrivée la couleur blanche, ou quand sont arrivés ces petits ordinateurs coquillages. Je me souviens que j'ai revendu le mien à Didier Gallas. Celui-là, je l'aurais bien gardé dans mon garage, ce petit ordinateur coquillage. Et celui-ci, bon, et par exemple, il est passé, c'est mon premier, il passe de 15 pouces à 16 pouces. J'ai plus de mémoire, justement, pour travailler la vidéo. Mais tout d'un coup, c'est se dire, finalement, est-ce qu'il n'est pas remplaçable ? Est-ce que je mets de l'affect dedans? Et puis surtout, cette espèce d'évidence, là, que ce soit l'iPad, que ce soit l'ordinateur à main, ou que ce soit mon premier portable, tu l'emmènes avec toi. Mais celui-ci, quand je suis là, dans mon bureau, c'est-à-dire 90% de mon temps d'activité, voire de lecture, je n'y touche pas. Il est fermé. Ben oui, puisque l'écran, c'est ça là, c'est une grande dalle, et finalement, peut-être c'est la dalle, mon instrument d'écriture, puisque ce que je compose sur mon traitement de texte ou sur mon logiciel de montage vidéo, c'est sur la dalle que ça s'affiche, c'est par rapport à la dalle que je réagis, et non pas par rapport à lui, où je sais par exemple qu'il est connecté à un disque dur externe, là, au petit enregistreur audio, faut pas trop que j'y touche en même temps. Qu'est-ce qu'il y a comme autre fil? Bien, justement le casque que je passe soit là sur l'ordi ou là sur le petit enregistreur, mais je ne m'en sers pas. Alors, est-ce que l'instrument, c'est les outils par lesquels j'interagis avec cette dalle? Si j'écris sur un clavier. Mais quand je suis ici, ne serait-ce que par ergonomie, par protéger... combien il y en a des copains là qui se prennent des tendinites? Bien, travailler sur un ordinateur portable, alors vous avez des combines. On vous vend par exemple des espèces de supports pour pouvoir travailler debout avec l'ordinateur portable juste devant les yeux. Ça, moi j'aime pas trop, mais donc depuis que j'ai acheté ce petit clavier là Bluetooth, globalement, même quelquefois quand je pars avec l'ordinateur dans le sac à dos, j'emporte aussi le petit clavier. Si je dois m'installer pour 3-4 jours, c'est tellement mieux. Ou alors, l'interaction avec la souris. Est-ce que c'est écrire? Non. Mais quand je fais de la mise en page, quand je fais du montage vidéo, finalement, j'interagis presque plus avec la souris qu'avec le clavier. Alors, c'était ça ma question d'aujourd'hui. Il est où l'instrument? Alors, l'instrument, évidemment, il a été oral. Le passage, l'écriture de... revenir sur les tablettes d'argile, mais Homère, c'est un corpus pluriel, anonyme, oral, qui se transcrit sur un support, et ensuite, probablement, on reproduit le support. Dans Rabelais, tout d'un coup, wow, déjà, on fait un saut de plus de moins 800 à presque, enfin, un peu plus de 1500, ça fait déjà 2300 ans, c'est long ça. Rabelais, il est attentif. Alors qu'est-ce que c'est pour lui, ces outils? Eh bien, on a dans Rabelais, c'est un passage où il dit, c'est un passage de non-sens en fait.
je crois que c'est le procès de Bescu et Humven dans le Pantagruel de 1532, mais qui est un passage extrêmement chargé politiquement, et dit en été dans une cave bien fraîche. C'est intéressant aussi, c'est-à-dire que le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui change avec ça? C'est que tu l'emmènes justement dans un jardin public, tu l'emmènes dans un bistrot, tu peux travailler dans un train ou une chambre d'hôtel. Quelle révolution ça a été pour nous, l'ordinateur portable. Bien, Rabelais, quand il dit « en été dans cave bien fraîche », tout d'un coup, en quoi le contexte? Ce que tu vois, qu'est-ce que tu regardes quand tu écris? C'était le titre, je crois, de la dernière chronique, là, après le livre, et on y reviendra aussi. Qu'est-ce qu'on regarde? Le contexte est aussi important que l'instrument. Alors lui, le papier du Ganivet de Lyon, ou je sais plus, enfin en tout cas, où le ganivet c'est le petit canif. Non. Mais en tout cas, il cite le papier qu'il utilise, donc une rame de papier blanc, et ça, par exemple, vous trouverez ça jusqu'à Walter Benjamin, très attentif dans sa correspondance à quelle marque de papier il utilise. Où est-ce qu'à Paris, il peut acheter ce même papier qu'il pouvait trouver à Berlin et auquel il est attaché. Et pour Rabelais, donc, c'est la plume, mais c'est le ganivet, donc c'est le petit canif pour aiguiser la plume. Puis aussi, vous avez pas une éponge ou le petit bout de vieux bout de tissu qui fait que quand vous trempez dans l'encrier, eh bien, vous pouvez essuyer votre plume et continuer. Donc, dans Rabelais, il y a un instrument. N'empêche que ce qu'on produit prend la forme de livre. Attendez, je vais le chercher. Mais ce livre, il est simplement un élément de la circularité qui est que celui qui lit pour les autres des chiffres interprète ce qui est noté de façon logographique pour le rendre comme histoire à qui écoute. Donc l'idée de publication, est-ce qu'elle est simplement dans le support livre ou est-ce que la publication, c'est celui qui lit pour les autres? Et l'instrument d'écriture s'annule dans ce retour à la voix et au temps partagé qui est le fait que la lecture n'est pas silencieuse et individuelle, comme on le trouvera plus tard, par exemple chez Saint-Simon. Vous savez, le régent du temps où on est encore dans la vieillesse de Louis XIV avec le duc du Maine. De quoi on l'accuse, le régent? Eh bien, une fois, à la messe, on l'a vu qu'il riait tout seul en lisant un livre. Bah ouais, il avait emmené Rabelais. Quel scandale! Vous vous rendez compte, ce type? Mais ce qui signifie que la lecture individuelle et silencieuse, tout d'un coup, 1532, 1730 et quelques, la Régence finit en 1723, donc on est entre 1700 et 1715. En moins de 200 ans, quelque chose a basculé. D'où cette idée, l'autre jour, de dire « et si on s'appuyait mentalement sur le concept de publication ?» Alors, en quoi c'est important? Bon, pas plus important que ça, simplement, qu'est-ce qu'il faut mesurer? Non pas si le numérique c'est mieux que, etc. Si, est-ce qu'on perd quelque chose si on n'est pas dans la graphie à soi, là, et tout ça, on va y revenir maintenant, sur ces choses-là. Mais c'est s'examiner soi-même. Il ne s'agit pas d'aller prêcher. Vous savez, cet aphorisme de Walter Benjamin. Convaincre est infécond. Convaincre est infécond. Je ne cherche pas ici à convaincre. Je cherche à comprendre ce qui, en 10 ans, à l'intérieur de moi, mentalement, mais aussi physiquement. Vous avez vu cette mémoire-là des doigts sur la petite sphère à dévisser, nettoyer, remettre. Mentalement, c'est déplacé. Et c'est déplacé aussi concernant l'instrument de l'écriture. Alors pour Rabelais, c'est clair. Pour moi, par exemple, là, j'étais très vexé, parce que ça fait 2-3 jours que je rumine là, à cette idée-là. Pour moi, monter à Paris en 77, ça voulait dire, ça y est, mec, tu écris. Mais ça a été m'acheter un stylo plume. Et stylo plume, je me souviens, c'était rue du Faubourg Poissonnière, une toute petite papeterie. Il y avait ces
truc qui s'appelait Schaeffer. Et j'avais jamais entendu parler de, genre, je sais pas même pas si on prononce Schiffer ou Schaeffer, etc. Mais c'était en tout cas des gros stylos plumes lourds. Et à l'époque, j'ai eu ça pendant des années. Maintenant, ça s'est résorbé, mais une espèce de durillon ici. Je pense que tous les auteurs en avaient ça. C'était là, comme ceux qui jouent de la clarinette, ils ont ça sur le pouce. Eh bien nous, il y en a même encore une trace ici. Tu vois? Là où tu appuies le stylo, c'était formé une espèce de durillon. Et c'est là où tu posais le Schaeffer, et j'aimais bien ce gros stylo lourd. Il n'était pas gros, mais il était en acier. Ça voulait dire qu'il y avait une inertie quand tu écrivais. Et la plume était extrêmement lisse. Alors, longtemps même, j'utilisais cette espèce de pompe. Tu emmenais la bouteille d'encre, tu pompais ton encre, tu essuyais, là, pas sur la manche, hein, mais bon, encore que. Et puis, tu avais cette écriture à la fois fine, précise et lisse. Donc ces instruments, est-ce que c'est toujours le même Schaeffer? En fait, là, le corps va se fissurer parce que tu l'as dévissé, tu vas changer cette pièce. Ensuite, tu l'as fait tomber 2-3 fois, la plume t'arrive plus, elle gratte, etc. Tu vas changer la plume. Donc en fait, c'est le couteau dont tu as changé la lame et le manche, mais c'est toujours ton stylo Schaeffer. Je crois qu'ensuite j'en ai eu un deuxième, et je crois que celui-ci, je l'avais acheté à Rome, parce que c'est toujours un Schaeffer. Il y a toujours cette espèce d'inertie, parce que c'est métallique, mais il est beaucoup plus petit. J'étais tombé ça, et donc je m'étais offert ce truc-là. Et là, je suis très vexé, parce que je les ai toujours gardés dans ce tiroir-là, où il y a aussi le passeport, tout ça. Et puis là, ils y étaient plus. Je me souviens qu'il y a quelques mois, je les avais sortis, je les avais fait tremper là, pendant 2 jours pour essayer de les refaire marcher avec des cartouches, tout ça. Puis, je sais plus faire en fait. Ça ne servait à rien. C'est trop compliqué le stylo plume. C'est un entretien, si tu le fais tous les jours, ça va. Si tu l'oublies, ça s'oublie. Et puis là, je les ai pas retrouvés. Et ça, pour moi, c'est la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'on se débarrasse, quand tu as travaillé des années avec des outils d'écriture, de ces outils eux-mêmes? Ben non, je les avais gardés. Alors là, je sais qu'ils sont quelque part, j'ai pas pu les fiches en l'air, mais je les ai pas retrouvés, sauf celui-ci. Est-ce que c'était mon instrument? Probablement. Ça veut dire que tu écris sur des cahiers, mais très très vite. Alors là, pour ça aussi que j'avais besoin de place. J'ai récupéré il y a quelques mois. Mes 2 frères ont bien voulu que je l'archive, que je la garde. Bon, je ne vous raconte pas les histoires de famille. En tout cas, c'est resté pendant 25 ans là, à l'écart. La machine à écrire de ma grand-mère paternelle. Alors, j'ouvre le couvercle. Ça mériterait un bon nettoyage. C'est curieux parce que c'est comme les étuis de violon de mes copains, comme Pifarelli, etc. Des petits trucs, on peut mettre des documents, tu vois. Utilisez toutes les ressources de votre Hermès 2000. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait aussi, hop là, un petit truc là, un petit balai pour la nettoyer. Une petite brosse, encore une autre. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ça. Je crois qu'on peut enlever aussi ce support, mais vous voyez, il y a des petites pinces pour la fixer si on veut la garder sur le support. Et pour moi, c'est pareil, c'est une mémoire de doigt. C'est-à-dire, cette machine, elle était là à Saint-Michel-en-Lerme, dans la boutique du garage, et le dimanche, ou entre midi et 2, je crois pas que ma grand-mère m'ait jamais empêché de me servir quelque chose. On doit pouvoir décoincer, je sais plus comment ça se décoince le chariot. J'aurais dû réviser un peu. Oh, j'espère que je vais y arriver. Mais donc il fallait prendre des précautions, mais il y avait des papiers qu'on jetait, les papiers ne servaient à rien. Donc j'insérais un papier là et je dactylographiais. C'est-à-dire que pour moi, l'apprentissage de la dactylographie, en gros dès l'école primaire, mais ça s'est intensifié avec le collège, c'est beaucoup plus associé à l'idée, le texte que tu inventes, c'est-à-dire le texte qui n'est pas dans l'intérieur de toi, mais le texte, non pas que tu vas publier,
Mais ce mouvement par lequel le texte s'écrit en dehors de toi suppose justement la médiation de quoi? Ce mot instrument. Et la machine à écrire, pour moi, est-ce que c'est s'éloigner de l'intime? C'est pas de l'intimité que je faisais. C'est au contraire ces expériences que tu peux faire avec les mots, avec les lettres, avec la disposition dans l'espace. Bon, je pense que plein de jeunes font ça. Et, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est dire... est-ce que c'est ça le bouton? Je sais même pas à quoi il sert ce bouton. C'est dire, c'est normal que cette relation au langage, quand elle quitte le langage parlé, ou la communication vers l'autre, ou même que tu veuilles écrire un rêve, en passant par la médiation de l'outil, qu'est-ce que tu changes? Et en quoi cette médiation-là est organiquement liée ou pas au fait littéraire? Elle n'est pas organiquement liée. Quelqu'un comme Julien Gracq a toujours refusé de se servir d'une machine à écrire. Louis-Ferdinand Céline, ce qui dactylographiait, non. Il faisait ses liasses à la main, et par contre, dans son instrument à lui, il y avait ses cordes à linge où il accrochait ses liasses, les déplaçait selon la façon dont se composait progressivement le livre. Et puis ensuite, ça c'était donné à une dactylographe qui lui rapportait. Proust faisait dactylographier ses textes et corrigeait ou installait ses paperoles sur les versions dactylographiées de ses textes. Donc en gros, depuis 1790, c'est avec ça que ça marche. Mais c'est pas obligatoire. Voir Julien Gracq. En tout cas pour moi, ça... Bon, j'ai toujours pas trouvé comment décoincer le rouleau, mais en tout cas par exemple ce mouvement-là, le mouvement du bras qui fait à la fois revenir le chariot, puisque le chariot se déplace à mesure qu'on écrit, et puis en même temps si vous le touchez d'un ou de deux, vous avez le saut de ligne. Ça on y reviendra sur le traitement de texte, qui a gardé sur Word, vous pouvez interligne simple, un interligne et demi, interligne double. C'est une transposition fossile de la machine à dactylographier mécanique vers, évidemment, l'espace numérique. Bon, le ruban, je pense que ça se démonte comme ça, et le ruban, là, j'ai encore pareil. Et les vieux rubans, étant gamin dans ce garage, on jouait avec, on les déroulait, on en faisait des bobines, on faisait des trucs d'impression aussi, pas des tatouages, mais en les frottant, on pouvait faire du rouge et du noir sur la peau, les bras. C'est ça aussi, c'est ce contexte qui fait l'outil d'écriture et qui fait notre relation à la lettre. Alors, des machines à écrire, par exemple, dans cette période où j'ai acheté mon premier stylo-plume en montant à Paris, en 1977, sachant qu'à ce moment-là, j'avais 24 ans. Ah ouais, mais 77-82, il y avait 5 ans à passer avant le premier livre publié. Je m'étais acheté, c'était symbolique aussi, aux Galeries Lafayette, à Paris. Je crois que c'était une petite Olympia, c'est une petite machine rouge, plus petite que celle-ci. Là, c'est une machine de bureau, puis attention, hein, c'est de l'inox, c'est de la ferraille. 80 ans après, ça marche encore. Cette petite machine rouge, est-ce que j'ai là, même dans la valise avec mes archives, des choses tapées sur cette machine? Bon, peut-être, j'en sais rien, je suis pas un fanat d'aller explorer ces vieux trucs, mais je crois pas. Par contre, à partir du moment où sont venues les premières ébauches de sortie d'usine, est-ce qu'elles sont venues sur des cahiers? Non, 0 cahier. Elles sont venues à la machine à écrire, cette petite machine. Quand il a fallu se mettre au boulot, j'étais en acheter une autre, c'était une Smith Corona électrique. Alors, c'était une machine qui était à peu près, qui ressemblait beaucoup à celle-ci. Il y avait un bruit énorme, des électroaimants qui envoyaient le machin comme ça, au point que, au bout de 6-7 mois, et pourtant j'avais pas une thune. Comment je gagnais ma vie? Je rafistolais des thèses, des machins comme ça. Bon, c'était une belle période en même temps. Je défonçais les rayons Pléiades de la bibliothèque municipale, avenue Truden, 9e arrondissement de Paris. Au sous-sol, c'était la piscine. Moi, j'allais pas à la piscine, mais le rayon Pléiade, ça les énervait, les bibliothécaires, parce que c'était fermé à clé. Donc, ah, mais ça, vous l'avez en poche, là. Excusez-moi, il est là. Je peux l'emprunter. Oui, vous pouvez l'emprunter, mais... oui,
c'est comme ça aussi que tu apprends. Qu'est-ce que tu commences à déployer comme travail bien avant la publication. Et ça, pour moi, c'est une réflexion aussi profonde parce que je ne suis pas de famille intellectuelle. Donc cette idée, donc ce qui fait, j'ai rien contre, par exemple, tous les copains qui sortent de Normal Sup, qui ont fait des prépas, mais eux, ils savent ce travail. Ils savent l'étendue, ils savent la quantité du travail. Moi, je le savais par la métaphore mécanique, parce que je savais ce que c'était que voir mon grand-père démonter, remonter, jouer de cul sur une boîte de vitesse. Donc en gros, tu te dis, si la littérature, ça vaut tripette, c'est où le travail? Comment tu démontes la boîte de vitesse? Comment tu refais l'engrenage? En gros, à ce moment-là, tu réfléchis aussi à l'instrument de façon autre. C'est-à-dire que l'instrument, c'est pas écrire dans ton petit carnet. Et évidemment, c'était important, c'était des cahiers. À ce moment-là, j'avais une suite de cahiers numérotés, je les ai brûlés en 1983. Bon, sans doute intérieurement, il fallait que je le fasse à ce moment-là, il y avait 6 ans de cahiers. Aujourd'hui, est-ce que je regrette? Ouais, moitié, un peu, des fois. Mais ce travail, il s'inscrit évidemment, les rêves, les notes, les recopiages. Donc j'ai retrouvé ce cahier. C'est quoi? C'est quelque chose que j'avais commencé. J'ai enlevé des titres. Si, ça s'appelle Style de Saint-Simon. C'est à mesure que j'avançais dans Saint-Simon. Et c'est marrant parce que je découvre que mes cahiers, là je faisais une fausse page de couve. Et puis ensuite, il y a une page blanche, mais il y a la fausse couve avec écrit tout petit Style de Saint-Simon. Puis ensuite, c'est plutôt des recopiages. 2 564, 2 523, 2 598, 3 2 870, etc. 3, 57, 3, 63. Donc j'étais dans le tome 2 et le tome 3 des Pléiades Saint-Simon et j'essayais de repérer des catégories. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que je mets des petits mots-clés selon la grammaire, la syntaxe, etc. Il y a des phrases incroyables. Dans mon Patreon, j'en scanne comme ça quand j'en retrouve et je les installe en fac-similé. Mais celui-ci, je crois qu'il serait illisible en fac-similé. Mais petit bonhomme taillé comme un potiron, par exemple, j'avais trouvé ce... Bon, laissons tomber. L'instrument, est-ce que c'était le cahier ou la machine à écrire? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une antériorité de l'instrument cahier sur l'instrument machine à écrire? Je sais pas. Est-ce que le numérique est une rupture ou une transition par rapport à la machine à écrire? Je sais pas. Et aujourd'hui, quand on est là, ça c'est un instrument parce que il est un tout autonome, enfin du moins avec la batterie qui permettait de tenir environ 40 minutes, et puis son disque dur qui fait exactement 45 mégaoctets. Ouais. Et aujourd'hui là, quand je suis dans l'espace bureau, ou la pièce avec mes livres de travail, ou mes dictionnaires, ou ma correspondance H.P. Lovecraft, ou mes 2 rayons de livres qui sont uniquement ceux que j'utilise en atelier d'écriture. Une fois j'en enlève, j'en remets. Est-ce que mon instrument c'est la dalle? Est-ce que c'est le disque dur ou la recopie sur les disques durs? Est-ce que c'est le clavier? Ou bien, qu'est-ce qui change avec ce qui aujourd'hui peut devenir l'équivalent d'un cahier, c'est-à-dire le micro posé... Alors évidemment, on peut faire ça sur l'ordinateur à main. L'ordinateur à main, il photographie, il filme, il enregistre, on peut brancher dessus un micro. Celui-ci, d'ailleurs, il suffirait de changer de câble, puis on peut le brancher sur le téléphone. Mais si je fais ça, et que là, je déplie mon petit truc, je suis en écran, là, c'est un petit... 12, donc ça fait un équivalent 24. Si je le mets là, globalement au bout de mon bras, si je mets ça, et que ce rapport d'intimité par lequel je peux dicter ou copier le réel et republier ça quasiment directement
un téléphone suffit et en faire une vidéo ou un podcast ou cette chaîne-là par laquelle je partage, est-ce que ça c'est un instrument? Et tu en viens à te dire, est-ce que l'instrument, peut-être que l'histoire de tous ces instruments d'écriture, allait comprendre en quoi il y a toujours eu médiation, et que peut-être ce qui est une sorte, non pas de progrès, le mot progrès, il y a longtemps que j'ai appris à m'en méfier, mais peut-être de distance relative. Alors c'est compliqué, par exemple Rabelais, quand après sa journée à l'Hôtel-Dieu à Lyon, il se retrouve à l'imprimerie de Claude Noury, dit le prince, près Notre-Dame de Confort, pour travailler avec les ouvriers qui font les plaques et les impressions. Et puis, donc il n'y a pas forcément de distance entre l'écrire, l'imprimer et le livre vendu dans les foires qui sert à proférer. Donc, c'est cette notion-là de petite boule d'écosystème, non, j'en sors pas. Mais cette distance, et là, le tapuscrit, qu'est-ce qu'il change par rapport au cahier? Et du fait que justement, il n'y a pas de hiérarchie, mais que Balzac, quand il fait composer ce qu'il a écrit entre 4 heures du matin et 7 heures du matin, c'est 3-4 heures d'écriture, il faut toujours penser que si c'est lui 3 heures, il y a toujours un décalage de 2 heures par rapport à nos journées à nous. Donc en gros, il se lève entre 3 et 4 heures, il travaille 3 heures, et ça, il tient ce rythme pendant environ 15 jours, 20 jours maximum, et qu'il s'interrompt à 7 heures, et que là, il ne s'agit plus de première écriture, mais qu'on lui amène les placards composés. Là, il y a plein d'anecdotes là-dessus, mais on les a, les placards, puisque vous savez, quelquefois, il les faisait relier, il les offrait, on en a quelques-uns comme ça, et puis la plupart des autres, c'est Madame Balzac, son copain peintre, là, qui s'en est débarrassé à la mort du cher grand homme, et vous savez que c'est un poissonnier ou des bouchers là, du quartier qui s'en servaient pour emballer leurs marchandises, et que le vicomte Speulberg de Levenjoul les a rachetés à ces poissonniers et ces bouchers, et c'est comme ça qu'on a ces placards de Balzac. Mais donc, réécrire dans les marges avec... sur une page déjà composée, donc avec beaucoup moins de distance de la machine à écrire à la page d'imprimerie que du manuscrit à corriger sur son manuscrit, ce processus-là, où est la notion d'instrument? Je ne sais pas. Le musicien, lui, je pense à Pifarelli, à Courtois, à Teplitz, enfin tous mes proches là dans cette galaxie, ou Vincent Segal, c'est toujours les mains à la corde, l'archer. Il y a de l'ordinateur au milieu, ouais, mais l'ordinateur, il s'intègre là complètement dans le processus de qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu rejoues, et en quoi ça passe par un geste. Nous, notre geste, finalement, est-ce que là, moi, ce qui m'attache là à ce processus-là, le micro, l'appareil que vous ne voyez pas, mais qui est en miroir, qui est le même que celui-ci, est-ce que c'est pas justement éloigner cette médiation? Est-ce que l'informatique, paradoxalement, ne nous amène pas à éloigner la médiation par l'instrument? Et c'est ça qui a fait qu'avant de parler de traitement de texte, tout d'un coup j'étais si surpris. L'ordinateur, quelle révolution ça a été pour nous. Attention, c'est pas une révolution qui est venue brusque. C'est-à-dire la machine à écrire, la première que j'ai achetée, elle était une petite comme ça, disons, pour amateurs. Ensuite, j'ai passé une petite Smith Corona, je l'ai remplacée par une plus silencieuse. Ensuite, je suis passé par une IBM à boule, mais ça se déréglait. C'est la période où justement je faisais du travail à façon. Tu répondais aux petites annonces, tu corrigeais, tu restais. Et puis ensuite, une machine à écrire Adler à Marguerite, c'était quoi la révolution? Tu avais un petit écran LCD et c'était la disparition de ça. Ce bras-là qui est toujours coincé, c'est très frustrant parce que je pense qu'il va suffire que je regarde dans 1 minute et je trouverai comment débloquer le bras.
ça doit être ça, là, mais j'arrive pas, là. C'était annuler le retour chariot manuel, puisque tu tapais ta ligne, et au bout, la machine écrivait la ligne. Et tu l'entendais à peine. Et à mesure que tu tapais, tu voyais un petit écran minuscule où il y avait simplement les 10 ou les 15 dernières lettres. Et donc, si tu faisais une coquille, alors là, l'instrument, c'était quoi? Tu prenais ta page dactylographiée, tu mettais le Tipex, cette petite peinture blanche là qui solidifiait très vite, tu pouvais retaper sur le Tipex. Bien, tout d'un coup, si tu faisais une coquille, tu pouvais corriger en arrière, la ligne s'écrivait. Et donc, le premier ordinateur, mon Atari 1040, il était déjà un tout petit saut de puce par rapport à cette machine à marguerite avec correction des derniers caractères. Il n'intégrait pas de mémoire, il fallait enregistrer sur la disquette, etc., etc., etc. Ça suffit. Mais pour moi, c'est juste ça. Se dire, est-ce que l'instance de l'écriture, c'est pas forcément le stylo, le carnet, le téléphone. C'est certainement l'instance de publication qui fait qu'au bout, il y a la médiation par le livre. C'est-à-dire que l'instrument de l'écriture, c'est ce par quoi elle te quitte. Là, ça, je crois que c'est une idée un peu centrale. Mais que dans ce processus, ce qui fait la continuité, c'est justement qu'il a toujours été contextuel, toujours été éclaté. C'est-à-dire la machine à écrire, c'est aussi la possibilité de retaper par-dessus, de recorriger, de refaire une version après l'autre. Mais c'était déjà Flaubert quand il donne à ses copistes, c'est-à-dire son manuscrit à lui, il est à la plume, mais il le donne à des copistes qui vont installer la ponctuation, et qui donnent une recopie manuscrite qui, elle, pourra partir à l'imprimerie. Donc c'est pas forcément la médiation placard, on est bien après la médiation par les placards imprimerie de Balzac, et pourtant, dans cette médiation-là, on a déjà la même suite d'étapes. Et se dire que cette merveille qui a été avoir eu la chance de vivre 30 ans, cette aventure de l'ordinateur personnel, qui n'a jamais été une aventure conditionnée par l'usage qu'en font les auteurs. Si c'est un écran 16:9, c'est pour la commercialisation des vidéos. Si on a un logiciel qui s'appelle Word, c'est un logiciel de bureautique qui est capable d'imprimer des enveloppes avec chacune une adresse différente. Et puis voilà, donc tout ça, rien de ça n'est tranché. La petite économie des auteurs, qui n'est même pas l'économie du livre, n'a pas le ventre suffisant pour qu'elle ait jamais permis de créer ses propres outils. Peut-être l'exception de ces tout premiers, puisqu'ils ne savaient pas traiter de la photographie, ils ne savaient pas traiter du son, ils étaient capables de traiter du texte. Oh, on a eu notre heure de bonheur. Et puis là, aujourd'hui, ça se redistend. Dans cette nouvelle distension, qu'est-ce qu'on a à apprendre qui nous fait penser différemment que c'est quoi l'outil? Voir, penser, oublier le voir et le penser pour le reconstruire en représentation. Et que cette représentation, quand tu la publies, elle passe aussi par cette distanciation à l'instrument principal. Puisque tu l'écoutes n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, et c'est toi qui détermines l'usage que tu en fais. Y compris celui du livre que tu mets dans ta poche. C'est pas beau ça? Moi, c'est une marche d'escalier dont j'avais besoin avant de continuer. À la prochaine.